Donc ça, c'est le script une fois qu'il est passé entre les mains donc du réalisateur, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc ça, c'est un autre mode opératoire où vous allez voir que non seulement donc, il y a énormément d'annotations qui vont concerner donc, le storyboarder et la mise en scène, d'accord, mais qu'en plus vont se rajouter dans le script des planches avec des modèles. Alors, il faut que j'en trouve une, voilà. Des establishing, par exemple, des planches avec les modèles, des installations, etc. Pourquoi autant de détails ? Parce qu'une fois que le storyboarder il a ce document entre les mains, il ne reverra le réalisateur que dans 6 semaines si c'est un 26 minutes, 3 semaines si c'est un 13 minutes, et en général, voilà, un petit peu plus. Tu l'appelles quand même de temps en temps. Ouais, si, oui. Depuis, on a inventé le téléphone, les pigeons voyageurs. Mais voilà, donc là où je vais insister, c'est l'importance de ce document pour le storyboarder. Vous voyez qu'il y a énormément d'indications. J'avais aussi ramené un autre document. Donc ça, c'est un prédécoupage, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est donc à partir de ce qu'on vient de voir, de script retravaillé par le réalisateur. Ça, c'est vraiment, on va dire, la matière grise du storyboarder. C'est-à-dire que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le but, là, maintenant, pour le storyboarder, c'est très rapidement coucher sur le papier l'ensemble de son, alors pour de la série, de son épisode. C'est-à-dire que les premières idées étant rarement les bonnes, autant les coucher très rapidement, de manière très succincte, pour pouvoir les virer et passer à autre chose. Donc bon, là, j'ai pris un exemple relativement propre, parce qu'en général, mes prédécoupages, ils sont illisibles, c'est vous dire. Et donc, c'est des bouts de ciseaux, des bouts de scotch, voilà, ça, c'est l'équivalent d'un format A4 un peu plus petit. Donc, c'est vraiment des dessins timbre-poste pour pouvoir, comme ça, embrasser l'ensemble de l'épisode. Il faut vraiment, quand vous faites une mise en scène, on démarre pas au début, on finit pas à la fin. C'est-à-dire qu'on essaye de penser l'épisode dans sa globalité. C'est-à-dire que, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a un climax, il y a un acte 1, etc., il y a un conflit. C'est des moments clés dans l'histoire. Et c'est à partir de ces moments clés qu'on va essayer de construire l'ensemble de l'histoire. Donc ça, c'est très important. Et après, tout ce qui va être la hiérarchisation des actions. C'est-à-dire qu'on va pas montrer 3-4 actions en même temps à l'écran. On va les hiérarchiser. Donc, je crois que les Américains appellent ça le staging. Donc voilà, donc... Tous ces éléments-là, toute cette problématique-là doit être résolue en amont avant de passer à l'étape, entre guillemets, un peu mieux dessinée, un peu plus poussée, donc un peu plus lisible pour le réalisateur. Tout ça doit être mis sur le papier de manière assez rapide. Donc voilà, donc souvent ça prend cette forme-là. Ça, c'est l'épisode... Donc voilà. Le boulot, il est là. Hein. Donc oui, complètement. Quelque part... Pardon, juste je fais un petit aparté, mais quelque part, le dessin, on s'en fout. Ça paraît bizarre de dire ça à propos du storyboard, mais... Vraiment, le travail de mise en scène, de recherche, d'acting. Enfin, même si on va pas détailler, on va faire une image avec un bonhomme patate, alors qu'au storyboard final, il y en aura peut-être 5 ou 6 parce qu'on aura détaillé l'acting, mais on sait déjà ce qu'on va faire. On le pose là. Après, si on détaille et qu'on dessine, c'est plutôt pour les autres, pour qu'ils comprennent ce qu'on a fait, que ce soit lisible. Mais le travail de mise en scène, il se fait à ce moment-là. Bah, j'ai pris celui de Jean-Luc, tu vois. Tiens, je préfère le tien. Donc voilà, là, c'en est un autre prédécoupage avec, vous voyez, on a des indications ici de plan au sol, d'establishing, etc. Hein, pour bien penser où on va mettre les caméras, etc. Establishing, c'est encore un mot américain, ouais. Hein, ce qui veut dire plan d'ensemble, hein, grosso modo. C'est un peu des plans clés, c'est-à-dire que si, par exemple, on faisait la mise en scène de cette conférence et qu'on faisait un gros plan sur Christian, un gros plan sur l'un de vous, un gros plan sur la caméra et un gros plan sur un spot, il est évident que le spectateur ne va absolument rien comprendre à qui est où par rapport à qui. Donc l'establishing, en fait, c'est un plan qui réunit tous les éléments de l'action composant la mise en scène. 6 ans de profession de prof. Donc ça, c'est la seconde étape, c'est-à-dire que le petit prédécoupage que je vous ai montré, je vais le dessiner de manière un peu plus lisible. Une fois que j'ai choisi mes plans, que j'ai choisi ma mise en scène, je le fais de manière un peu plus lisible, et ça, je peux l'envoyer au réalisateur. Là, il comprend qui est où, qui fait quoi, etc. Donc c'est beaucoup plus clair. Et là, il peut s'en donner à cœur joie avec son gros crayon rouge pour faire toutes ces corrections. Non, c'est juste que ça se voit. Après, il y a beaucoup de réalisateurs qui travaillent comme ça, qui prennent un malin plaisir à revenir comme ça sur les dessins. Et ça, c'est super important parce que je veux dire, une fois qu'on a eu ces corrections-là, on peut passer vraiment à l'étape du storyboard et ensuite donc de l'animatique. D'accord ? Donc c'est vraiment un travail évolutif.
Donc je vais juste, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste vous montrer une animatique. Comme on a vu, là on a vu du Robin des Bois, du Cité d'Or. Je vais vous mettre un petit bout d'animatique des grandes vacances. Ce sont des séries, comme les Cités d'Or d'ailleurs, qui sont feuilletonnantes. C'est un format qu'on ne voyait pas il y a quelques années, qui a fait son apparition. J'espère que ça va durer, parce que c'est super intéressant. On peut vraiment développer une narration sur l'ensemble des épisodes. Donc là, la difficulté pour le réalisateur, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'homogène, avec des personnages qui vont soit évoluer de manière précise, soit qui vont rester au contraire tout le temps les mêmes. Mais c'est très important, parce que chaque storyboarder aura sa manière de voir le personnage, de l'habiter, etc. Donc des fois, ça peut créer certains décalages. Et voilà, c'est très important de garder cette homogénéité. Donc c'est vraiment propre aux séries feuilletonnantes, notamment les grandes vacances où les personnages vont grandir pendant la série. Donc ça, c'est vraiment le top de les imaginer. Donc c'est vraiment très très important d'avoir leur caractérisation. Par exemple, juste un exemple, après je lance l'animatique. Il y avait le grand-père. Ce grand-père, j'arrivais pas à le choper, j'arrivais pas à voir son caractère. Donc j'ai demandé au réalisateur, mais il faisait quoi ce gars dans la vie avant d'être grand-père, avant d'être à la retraite? Et il me dit, c'était un gars qui travaillait, faut l'imaginer, tourneur-fraiseur chez Renault, plutôt syndiqué, pas très causant, etc. Et en fait, en très peu de choses, ça m'a permis de structurer le personnage et de créer comme ça une constante sur sa manière de bouger, de trouver des actings, trouver un regard, trouver des expressions, et ça m'a permis de le poser. Donc en amont, donc ça vient aussi avec le script, il y a toute cette explication, ce qu'on appelle les caractérisations des personnages, la caractérisation des décors. C'est des fiches techniques qui vous permettent de vous saisir du personnage, de vous saisir du lieu. Et ce qui rend les films un petit peu uniques, où on a l'impression que la mise en scène, quand on voit un film qui est réussi, on ne pourrait pas l'imaginer autrement, parce que cette mise en scène, elle s'appuie aussi sur les caractérisations des personnages, les caractérisations des décors. On ne va pas découper de la même manière avec un acteur comme Gérard Depardieu qui sort d'une Mini Austin qu'avec, je sais pas moi, Mimi Mati qui sort d'une limousine. Voilà, c'est très très important de jouer. Des fois, ça peut être la forme d'une porte, un accessoire, un verre qui va donner des idées de mise en scène, des idées de composition. On s'appuie vraiment sur les vérités des personnages et du lieu dans lequel il se passe. Et c'est ce qui va conférer comme ça au film une espèce d'authenticité. Ist Corner! Die sind ausgeflogen. Wir müssen den Wald durchsuchen. Sucht mir die Umgebung ab! Mais je vous assure qu'ils étaient là! Moi, je suis sûr qu'ils sont dans le coin! Écoutez-moi bien. Filez par le bois du douanier. Retrouvez Pierre et les autres à la croisée de la route de la mer et de celle de Varangeville. Dites-leur que le repère a été découvert. Compris? Mais... et vous? Ne vous occupez pas de moi et partez. Mais non, on peut pas vous... Bon sang, mais filez, je vous dis. C'est un ordre. Allez-vous-en maintenant. Allez, viens. Bonne chance, mes enfants. Soyez prudents. Ich hab einen! Vive la France! Juste pour faire une petite précision, ce qui nous arrive souvent quand on fait les animatiques, on fait pas mal de sons à la bouche que vous pouvez entendre. Là, on entendait les bruits de pas comme ça. Ça peut arriver même de bruiter les mouvements de caméra, de bruiter. On entendait même les grillons pendant un moment. Enfin, bon. Maintenant, on commence à avoir avec les outils à vide, etc. On arrive à récupérer des banques de sons et donc d'arriver à trouver des explosions, des bruitages de chevaux, enfin des choses. Mais avant, moi ça m'est arrivé par exemple sur les Cités d'Or ou sur Grabouillon, des séries comme ça où je faisais tout, les enfants. Mais j'ai un extrait des Cités d'Or si tu veux, avec ta douce voix en train de faire Esteban. Hein. Vous le voulez? Du moment que tu m'entends pas faire zia. Ah, j'aurais dû trouver. Juste un petit truc avant de démarrer ça. On a vu les lapins crétins, on a vu les grandes vacances. Très souvent, quand on enchaîne des productions, on peut effectivement, enfin d'ailleurs souvent même, on va enchaîner les lapins crétins et après on se retrouve le lendemain sur un truc comme les grandes vacances.
C'est-à-dire qu'on peut très bien passer. Donc il faut savoir faire le grand écart. Donc c'est ça aussi qui est très riche dans ce métier, c'est de passer d'un style à l'autre, d'une narration à l'autre, et les deux s'enrichissant mutuellement, quoi. Ce qui fait que c'est vrai qu'on a un problème de technique aussi, c'est-à-dire que mettre en scène sur un projet 3D et mettre en scène sur un projet 2D, on va pas du tout avoir les mêmes mouvements de caméra, le même style de mise en scène. D'autant plus que si, par exemple, on fait un projet 2D qui est vraiment style Flash, par exemple, où là, on a vraiment un style de mise en scène qui serait beaucoup avec des raccords dans l'axe, c'est-à-dire qu'on va faire un plan large, après on va prendre un plan serré sur un autre personnage, un plan moyen sur 2-3 personnages, et ça sera toujours avec la caméra qui n'aura pas bougé trop de place, sauf qu'on va faire des zooms, des cadres plus serrés, moins serrés, ainsi de suite. Alors qu'en 3D, on peut beaucoup plus balader, entre guillemets, sa caméra, c'est faire des plongées, des contre-plongées, etc. Ça coûte moins cher de les faire en 3D que si on les fait en 2D, puisque en 2D, si par exemple c'est une série Flash, je ne sais pas s'il y a une séquence qui se fait dans cette pièce-là, le décorateur va faire le chant, c'est-à-dire la scène, le contre-chant, le public, et le storyboarder va être obligé de faire son découpage avec 2 décors, le chant et le contre-chant. Et ça implique un style de mise en scène vraiment particulier, qui est propre d'ailleurs, qu'on voit assez souvent dans le cartoon ou dans les anciens cartoons, les vieux Mister Magoo, des choses comme ça. Si vous regardez ça à nouveau, vous verrez qu'il y a 3 décors pour faire un dessin animé. Ouais, non, mais c'est en ce sens-là que la série est aussi une très bonne école, hein, parce que pour des raisons financières, on ne peut pas s'amuser à faire une horde de chevaux qui courent en reflet sur l'eau vu en contre-plongée. Donc on va plutôt gérer du hors-champ, on va travailler en ellipse, en hors-champ, on va travailler beaucoup plus avec le son. On va trouver des raccourcis pour faciliter la mise en scène et très souvent même la rendre plus efficace. Et du coup, c'est quand même des très très bons outils qui après peuvent effectivement se retrouver sur du long, etc. Bon, allez, on va écouter Jean-Luc. Enfin, j'espère, je crois que c'est toi. Oh non! Tao! Par ici! Bah ça alors! La machine des Olmecs! On est coincé! Il n'y a aucune issue! Le toit de cette tour doit s'ouvrir pour faire sortir la machine! Cherche une manivelle ou quelque chose comme ça! Ah! J'ai pas eu le temps de trouver! Et tout prend feu dehors! Tout va s'écrouler! Intéressant. J'ai toujours eu envie d'étudier cette machine. Hein? Hey! T'as entendu ce que je viens de dire? Tout va s'effondrer! Eh, pas de panique. Nous allons nous échapper à bord de la machine. En fait, j'avais ramené cet exemple, c'était vraiment pour montrer l'importance des voix maquettes, c'est-à-dire que là, même avec des voix qui sont effectivement donc pas celles des personnages, des voix def, on arrive à retrouver la tonalité, la dramatique de la scène, on arrive à avoir les actings des personnages, etc. Donc c'est quand même c'est super indicateur pour après lorsqu'ils vont pouvoir enregistrer les voix en plateau. Après, on pourrait débattre aussi de est-ce qu'il vaut mieux avoir les voix def avant de commencer le board. Moi, c'est m'arrivé sur les grandes vacances, j'avais les voix définitives des personnages au casque et je storyboardais avec les voix def. Ou est-ce que c'est mieux de les avoir après? Pour expliquer un petit peu plus, on a plusieurs méthodes quand on fait le board. Soit on n'a rien au départ, le storyboarder a le scénario, un prédécoupage, et il fait le board. Une fois qu'on a le board, on va avoir des voix maquettes qui vont être faites par 1 ou 2 comédiens. Généralement, il y a une femme et un homme
Comme ça, ils peuvent se partager et puis c'est pas toujours la même voix qu'on entend. Ça, c'est une première méthode de travail. Donc après, on va faire l'animatique avec les voix témoins. Et on va faire les détections avec les voix témoins. Et donc, une fois que le casting va être validé par tout le monde, les comédiens vont doubler généralement une fois que l'animation aura été faite du dessin animé. Ça, c'est une première méthode de travail. Il y a une deuxième méthode de travail qui est d'enregistrer, par exemple, sur les Mystérieuses Cités d'Or, c'est ce qu'on avait fait, c'est que le storyboard était fait. Et ensuite, on enregistrait alors soit des voix maquettes. Là, je ne sais pas pourquoi sur cet épisode-là, il y avait encore des voix maquettes. C'était une séquence peut-être. Parce que là, normalement, on avait le casting qui était validé, tout ça. Donc, soit on fait généralement plutôt avec les vrais comédiens. Et donc, dans ce cas-là, on a les voix des comédiens qui enregistrent avec le board. Et pour eux, c'est intéressant parce que ça leur donne, ils voient tout de suite les expressions des personnages, etc. Et c'est enrichissant pour les comédiens. Et il y a une troisième méthode de travail que j'ai, par exemple, utilisée là, sur la série que je suis en train de terminer, qui s'appelle Arthur et les enfants de la table ronde, où là, j'ai préparé un espèce de prédécoupage un peu plus précis pour essayer d'anticiper au maximum tout ce que je pouvais avoir besoin aussi de dialogue, etc. Et donc, on a enregistré avec le scénario et mon travail de prédécoupage avec les comédiens. Et donc là, les comédiens, ils ont rien. Ils ont pas de storyboard, pas de visuel, rien du tout. Juste le réalisateur qui leur raconte ce qui est en train de se passer. Donc, ça demande beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui n'arrivent pas d'un seul coup à se projeter là-dessus. Il y a beaucoup de comédiens qui font du doublage assez souvent et donc ils ont l'habitude de voir des images, de voir le texte qui défile en dessous et de jouer en ayant peut-être la version anglaise avant ou une voix maquette, etc. Donc là, ça demande un peu plus de travail parce qu'il faut vraiment s'imaginer dans les situations. Par contre, ce qui est super après, c'est que les animateurs animent avec les vraies voix, les boarders ont aussi les vraies voix, et c'est vraiment enrichissant de ce côté.